smartphone qu'on a dans la poche, l'avion qui traverse le ciel. Qu'est-ce que ces objets ont en commun? Eh bien, presque tout ce qui nous entoure aujourd'hui a commencé de la même manière, comme un simple plan numérique. C'est vraiment le point de départ d'un voyage passionnant, au cœur même de la fabrication moderne. Alors voilà notre programme. On va décortiquer tout le processus. On partira de l'esquisse numérique, on verra comment on conçoit pour le monde réel, puis on parlera de collaboration, de conception durable, pour finir sur ce qui nous attend, le fameux nexus de la prochaine génération. Allez, on plonge dedans. Bon, on attaque par le commencement, par les fondations. Au cœur de n'importe quel produit moderne, il y a une technologie qui est juste incontournable. C'est la conception assistée par ordinateur, qu'on appelle plus simplement la CAO. Alors, la CAO, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, imaginez pouvoir construire, tester et même perfectionner un produit, mais dans un monde entièrement virtuel. C'est ça l'idée. On fait tout ça avant même d'utiliser le moindre gramme de matière physique. C'est là que réside toute la puissance, un peu la magie de la CAO. Pour bien saisir le changement, il faut imaginer comment c'était avant. C'était un peu comme les vieux dessins animés, on superposait des feuilles transparentes, les fameux calques. Aujourd'hui, c'est complètement différent. La CAO gère tout ça numériquement. On a des calques qu'on peut activer ou désactiver, geler, verrouiller, tout ça en un seul clic. Le niveau de contrôle et la clarté qu'on obtient, c'est juste une autre dimension. Maintenant, comment est-ce que tout ça s'organise? Eh bien, la meilleure image, c'est vraiment celle d'un arbre généalogique. Pensez-y, l'assemblage principal, le produit fini en quelque sorte, c'est le tronc. De ce tronc partent des grosses branches. Ce sont les sous-assemblages. Et au bout de ces branches, il y a toutes les feuilles, qui sont en fait les pièces individuelles. Tout est lié, tout est structuré, parfaitement interconnecté. Bon, avoir un design magnifique sur un écran, c'est bien. Mais si on ne peut pas le fabriquer, eh bien, ça ne sert absolument à rien. Et c'est là tout l'enjeu de cette deuxième partie. Concevoir pour la réalité. Il faut s'assurer que ce qui est parfait virtuellement puisse être produit dans le monde réel, de manière efficace et surtout sans que les coûts ne s'envolent. Et là, il y a un chiffre qui est juste incroyable. 70%. Ce n'est pas rien. 70% du coût total de fabrication d'un produit, on parle des matériaux, de l'assemblage de tout, est en fait décidé dès la phase de conception. C'est énorme. Ça veut dire qu'une mauvaise décision prise très tôt, sur l'ordinateur, peut avoir des conséquences financières gigantesques plus tard. Alors, comment on fait pour bien faire les choses dès le début? L'idée, c'est de concevoir de manière maligne. On parle de design for manufacturing. Prenons un exemple tout simple. Au lieu d'utiliser une vis pour assembler deux pièces, est-ce qu'on ne pourrait pas les dessiner pour qu'elles se clipsent l'une dans l'autre? Hop, une vis en moins, une étape de montage en moins, et donc de l'argent économisé. Et c'est la même logique pour tous les points listés ici. Chaque choix est une opportunité d'optimiser. On a tous cette image de l'inventeur un peu génial, seul dans son garage. Eh bien, cette image, aujourd'hui, elle est complètement dépassée. Pour concevoir un produit complexe comme une voiture ou un smartphone, c'est un travail d'équipe colossal. La collaboration, ce n'est plus une option, c'est vraiment le moteur de l'innovation. Mais quand plusieurs équipes travaillent ensemble, le risque de chaos est bien réel. Un ingénieur qui bosse sur une version obsolète du design, un autre qui attend une information cruciale qui ne vient pas, tout ça, ça a un coût. Et quel coût? Rien qu'aux États-Unis, on estime que la mauvaise collaboration coûte 600 milliards de dollars par an. C'est astronomique. La question, c'est comment on évite ce désastre? La clé, c'est d'avoir un système de gestion de version qui soit limpide pour tout le monde. L'analogie avec un livre est parfaite pour comprendre. Une mise à jour patch, c'est juste une petite correction de faute de frappe. Une version mineure, c'est comme si on ajoutait un chapitre. Par contre, une version majeure, là, attention, c'est une toute nouvelle édition. Le contenu a tellement changé que les anciennes pièces ne sont plus compatibles. Et cette citation de Kenneth Wang le dit parfaitement. La collaboration, ce n'est plus un choix, c'est devenu une obligation. L'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle une source unique de vérité. Un seul endroit centralisé où tout le monde, absolument tout le monde, est sûr de travailler sur la toute dernière version du design. Ce n'est plus un avantage compétitif, c'est simplement la condition sine qua non pour avancer. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de coût, d'efficacité. Mais le rôle de la conception numérique va bien plus loin. Aujourd'hui, c'est en train de devenir l'un des leviers les plus puissants qu'on ait pour construire un futur plus durable, plus vert. Et là, on retrouve un chiffre familier. On se souvient des 70% pour les coûts de fabrication? Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'impact environnemental. Plus de 70% de l'empreinte écologique d'un produit est décidée au tout début, pendant la phase de conception. C'est à ce moment-là qu'on a le plus grand pouvoir d'agir. Heureusement, les concepteurs ne sont pas seuls. Ils ont de nouveaux outils, de véritables super-pouvoirs. Prenez la conception générative. On donne des contraintes à une intelligence artificielle et elle nous propose des milliers de designs optimisés. Il y a aussi l'analyse du cycle de vie,
qui permet de calculer l'impact d'un produit de sa naissance, du berceau, jusqu'à sa fin de vie, la tombe. Ces outils changent complètement la donne. Un exemple pour voir ce que ça donne en vrai? Regardons du côté d'Airbus. Ils ont redessiné une simple cloison d'avion, une pièce qu'on ne remarque même pas, en utilisant la conception générative. Le résultat? 45% de poids en moins. Ça peut sembler peu, mais maintenant imaginez ça sur des centaines d'A320 qui volent tous les jours, toute l'année. L'économie de kérosène, et donc de CO2, devient absolument colossale. Et bien sûr, l'aérospatiale n'est pas la seule concernée. Cette révolution de l'optimisation, on la voit partout. Dans l'automobile, où chaque gramme compte pour l'autonomie. Dans la construction, où on peut réduire la quantité de béton. La logique est toujours la même, peu importe le secteur. Moins de matière, c'est moins poids, moins d'énergie consommée, et au final, un impact bien plus faible sur notre planète. Alors, vers où tout cela nous mène-t-il? Quelle est la suite? Eh bien, on arrive maintenant au cœur de notre sujet, au point de convergence. C'est le fameux nexus de la fabrication nouvelle génération, ce moment où la conception numérique ne vit plus seule, mais fusionne avec d'autres technologies pour tout simplement réinventer la manière dont on fabrique les choses. Voilà l'idée centrale. La CAO n'est plus un simple logiciel isolé sur un ordinateur. Elle devient le centre d'un écosystème intelligent. Elle se branche à l'intelligence artificielle pour optimiser les designs, au cloud pour collaborer sans frontières et à l'Internet des objets pour apprendre du monde réel. Toutes ces technologies s'entremêlent pour former une sorte de grand système nerveux numérique. Concrètement, ça ressemble à quoi cet avenir? D'abord, une conception pilotée par l'IA, qui va suggérer des optimisations auxquelles un humain n'aurait jamais pensé. Ensuite, une collaboration mondiale en temps réel grâce au cloud qui va rendre les prototypes physiques presque obsolètes. Et enfin, la boucle sera bouclée. Les produits eux-mêmes enverront des données qui reviendront directement dans les modèles de conception pour créer la prochaine version encore meilleure. C'est un cycle d'amélioration continue. C'est ça, le nexus de la fabrication nouvelle génération. Cette convergence de technologies. Et ça nous laisse avec une question absolument fondamentale. Maintenant que les outils nous donnent le pouvoir de concevoir des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a quelques années, la vraie question est: que va-t-on décider de créer? L'avenir de ce que nous fabriquons est littéralement en train de se dessiner sous nos yeux.